La collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons la conférence vidéophonique du livre 2, Entité. Chapitre 3. Découverte. Pour tous ceux qui n'ont pas obligatoirement reçu des informations particulières sur le sujet des ovnis, en dehors de quelques rapides extraits souvent donnés à titre de désinformation, ces prochains éléments pourraient les concerner. Il est prépondérant de savoir que très peu de responsables de haut rang, de quelque milieu que ce soit, s'expriment en toute honnêteté sur le sujet. Quelques-uns pourtant se seraient aventurés à préciser que des responsables des États sont en contact avec des extraterrestres depuis de nombreuses décennies. Pourtant parmi eux, certains auraient été réduits au silence. Pourquoi ? Il apparaîtrait que plusieurs races d'extraterrestres collaboreraient avec des représentants de l'humanité, de façon permanente, dans plusieurs États. La présence de certaines de ces variétés d'extraterrestres serait efficiente sur notre planète depuis de nombreux siècles déjà. Certaines de ces créatures seraient un peu surprenantes par rapport à la conception que nous avions des E.T., qui seraient des petits hommes verts, selon la légende fabriquée volontairement dans le but de discréditer ce sujet particulier. Il conviendrait d'abord de comprendre que les extraterrestres seraient des créatures qui auraient une origine hors de notre conception normale d'être humain. Ces E.T. proviendraient tout simplement d'autres planètes appartenant à d'autres systèmes solaires et peut-être aussi à d'autres galaxies. Ce sont d'autres modèles de civilisation beaucoup plus avancés socialement et dont les technologies seraient hyper sophistiquées par rapport aux nôtres. Cette hypothèse n'est pas si extravagante, puisque nous savons que des multitudes de nouvelles planètes de type tellurique sont découvertes quotidiennement, par les satellites de recherche, spécialisés dans ce domaine. Ce sont des planètes qui pourraient être identiques à la nôtre, par leur conception, bien que différentes, par leur volume ou leur position par rapport à leurs étoiles respectives. Il y aurait ainsi plusieurs centaines de civilisations extraterrestres très différentes d'aspect, susceptibles d'être entrées en contact avec notre planète et d'avoir pu rencontrer certains de nos hauts responsables. De quelles organisations morales seraient faites ces civilisations ? Le bien et le mal ne correspondraient pas à leur stratégie. Il ne nous est pas possible de les répertorier de cette façon-là. Nous pourrions au mieux considérer que certaines de ces sociétés extérieures sont plus ou moins bienveillantes à notre égard. Certaines de ces entités sembleraient vouloir, comme nous, évoluer d'une façon autonome, par rapport à une évolution qui pourrait régir l'ensemble des civilisations galactiques. Il apparaît donc totalement aberrant que les responsables des États continuent à feindre l'ignorance de ces réalités, de leur présence et de la contribution de certains d'entre eux avec nos chercheurs. Il est encore bien plus regrettable que tout soit mis en œuvre pour cacher la vérité et qu'ils aillent jusqu'à maquiller les témoignages et les falsifier. Pourquoi serait-il donc si important de ne pas révéler la vérité aux populations ? Serait-il admissible que seul, ce que le cerveau de chacun peut concevoir, a le droit d'être cité et tout le reste ne devrait pas l'être ? Cela reviendrait à considérer qu'une majorité de la population doit absolument rester à son stade moyenâgeux actuel de compréhension. La solution qui permettrait de sortir de ce dilemme consisterait tout simplement à nous informer sur la problématique qui est posée, à travers la réalité de civilisations extérieures à notre planète. Il est primordial de pouvoir se faire une opinion, non pas à partir des mensonges permanents des dirigeants, relayés par les moyens de l'information officielle, mais à partir de tous les moyens de recherche utilisables en dehors des doctrines de croyance qui nous sont imposées. La réalisation des bombes atomiques capables de tuer des centaines de milliers de personnes ne semble pourtant avoir perturbé aucune conscience humaine au niveau des peuples, mis à part évidemment, les victimes japonaises de ces atrocités. Les opinions publiques, lorsqu'elles sont correctement informées, comprennent parfaitement les explications, même quand elles sont tendancieuses et arbitraires, comme dans le cas des guerres. L'opinion réelle, sur un sujet sociétal, ne peut résulter que d'une étude approfondie, quel que soit le sujet abordé.
L'avancée mentale de l'humain ne peut passer que par une ouverture globale de son esprit et de sa pensée. Que certaines informations doivent être tenues secrètes, se conçoivent aisément s'il s'agit de la sécurité des peuples. Cependant, lorsqu'il en va de l'avenir de l'humanité, cacher la vérité devient réellement beaucoup plus problématique. Certains films, dits de science-fiction, seraient-ils peut-être justement réalisés, pour un éveil progressif des masses de population, mises en face de réalités particulières. Les E.T. auraient-ils différents plans d'organisation à notre égard? Certains sembleraient y vouloir contrôler notre planète pendant que d'autres apparaîtraient en parfaits manipulateurs, cherchant à modifier la conscience humaine. Y en aurait-il qui chercheraient à nous maintenir dans un état de sous-développement? D'autres groupes, à l'évidence, chercheraient à nous faire partager leur savoir ou, pour le moins, à nous faire connaître ce qui leur semblerait nous être indispensable. La NASA aurait précisé, à partir de ses propres statistiques, qu'au moins 1% des systèmes planétaires dispersés à travers l'univers posséderaient au moins une planète identique à notre planète avec de la vie élaborée. Le résultat en serait une quantité identique à 100 milliards de planètes, Terre. Selon ce principe de base, notre galaxie contiendrait, à elle seule, au moins 100 000 civilisations évoluées et suffisamment développées pour pouvoir se mouvoir à travers le cosmos. De nombreuses théories, concernant notre compréhension sur l'organisation de l'univers seront certainement à revoir. Il convient de prendre en considération que notre univers ne serait pas aussi simple que ce qu'on l'avait imaginé jusque-là. Nos conceptions, nos théories et nos modèles devront vraisemblablement être corrigés. En dehors de l'univers physique, il pourrait y avoir un autre univers qui serait celui de la conscience. Bien qu'explicitement détaché de notre conception physique, il pourrait être en parallèle et implicitement rattaché au domaine physique. Se pourrait-il qu'une vie puisse se réaliser dans une autre dimension que celle du domaine physique sans que pour autant, elle puisse être identifiée explicitement par notre domaine physique? Bien des éléments de l'univers ou des univers nous échappent encore. Se pourrait-il qu'une organisation régisse tous ces éléments des vies diversifiées? Y aurait-il une civilisation supérieure chargée de gérer les différentes vies du cosmos? Serait-elle aussi chargée de respecter les évolutions de chaque planète? Chaque planète pourrait-elle conserver son libre arbitre et son propre destin? Sauf, peut-être lorsqu'il serait considéré, par cette organisation suprême, que les formes de vie seraient mises en danger par les agissements d'une quelconque entité dominante et d'une autre origine sur cette planète. Les pluralités seraient-ils considérés, toujours par cet organisme de gestion des civilisations cosmiques, qu'un impact sur une planète pourrait être suivi d'un impact au niveau cosmique tout entier? Un droit d'ingérence en serait-il alors décidé? Diverses forces interagiraient-elles ainsi au niveau des planètes? D'autant plus que les intentions de tous les E.T. basés sur notre planète auraient, apparemment, des objectifs divers d'action. La solution la plus simple, pour les populations de notre Terre, serait l'ignorance. Toutefois, chacun a le choix de pouvoir s'informer. Celui qui ne s'informe pas l'a choisi ainsi et c'est aussi son droit. Peut-être que des consciences seraient parvenues à obtenir de plus grandes expériences, au cours de leurs diverses pérégrinations physiques et spirituelles. Peut-être aussi que d'autres consciences seraient parvenues à obtenir de plus grandes fonctionnalités, au cours de leurs diverses pérégrinations physiques et spirituelles. Il ne faut surtout pas attendre des autorités, quelles qu'elles soient, de venir informer les populations. Plus longtemps, elles pourront les laisser dans l'ignorance et mieux cela ira en ce qui concerne leurs moyens d'action. En particulier en ce qui concerne les moyens d'endoctrinement. Le niveau de conscience globale de l'humain ne permet pas d'envisager une mise à niveau de ses compétences. Le passé, le présent et le futur sont des éléments qui nous échappent, au niveau de leurs concepts et aussi au niveau de leur contexte, même si nous les considérons, a priori, comme linéaires. L'importance des témoignages pourrait infirmer cette marche du temps qui nous semble si immuable. D'autres éléments doivent aussi être pris en considération.
S'agissant de notre ADN, les experts en la matière considéreraient qu'elle serait à l'origine de l'aspect extérieur de notre physique, de notre métabolisme et de l'organisation globale de notre organisme. Toutefois, il se pourrait aussi que notre conscient contribue également à l'origine de notre personnalité. Notre aspect physique pourrait aussi en être le résultat, même si cela n'est qu'en partie. Tout ce que représente notre conscience, c'est-à-dire notre individualité pensante et fonctionnelle, résulterait peut-être aussi de notre conscience. Notre conscient serait-il également susceptible de programmer notre avenir? Il apparaîtrait maintenant évident que des interventions aient pu se produire, au cours du temps, depuis l'existence de l'humain et tout particulièrement sur son schéma génétique. Certaines de nos caractéristiques de base auraient pu nous être retirées et d'autres nous auraient été rajoutées. De grandes parties de notre code génétique apparaîtraient surprenantes. De nombreuses modifications auraient-elles pu être réalisées à l'insu de l'espèce humaine? Nous serions peut-être une espèce d'hybride, génétiquement programmée pour la réalisation de tâches particulières. Un volume important de notre ADN ne serait pas actif, pourquoi? Seulement un faible pourcentage de cet ADN nous serait actuellement indispensable. La méfiance à l'égard des moyens de dénigrement, utilisés par nos systèmes d'information, seulement intéressés par du sensationnel, est évidente. D'autre part, ces moyens d'information sont entre les mains de puissants lobbies et de très grands groupes de pression très organisés. Ils sont ainsi devenus les porte-paroles des manœuvres de désinformation systématiques sur le sujet des ovnis. Plus graves encore sont les tentatives de déstabilisation par les autorités compétentes à l'égard des personnes ou organisations cherchant à rompre la politique d'omerta systématique. Une coopération. Il s'avérerait indispensable qu'une structure et une coopération internationale soient mises en place, à la suite de telles révélations. Contre toute attente, c'est une politique d'un silence absolu, d'un dénigrement systématique, des faux témoignages et des contre-vérités qui auraient été développés. Une désinformation systématique a pris le pas, à contrario d'une exigence de la vérité. Tous les moyens ont été utilisés pour décrédibiliser les sources d'informations et d'investigations par des trucages et des montages. Telles sont les techniques de propagande utilisées pour supprimer tous les moyens crédibles du savoir dans les domaines d'une recherche approfondie, concernant les phénomènes ovnis. Aux États-Unis, les recherches officielles se seraient arrêtées, officiellement, sous le prétexte que le sujet, ovni, ne représente aucune menace pour la sécurité nationale. Toutefois, la directive IANAP 146, qui s'applique aux militaires, mais aussi à certains secteurs civils, précise que la divulgation des rapports d'enquête concernant des Unidentified Flying Objects tombe sous le coup des lois réprimant l'espionnage avec des amendes conséquentes et des emprisonnements. Dès 1953, les États-Unis se sont dotés d'un arsenal répressif impressionnant, toujours en vigueur, concernant une interdiction totale de divulgation de faits faux auprès du public. La Grande-Bretagne, en conclusion de ces études des cas répertoriés, semblerait plutôt privilégier l'option d'une menace potentielle. Elle reste toutefois extrêmement discrète sur ses études et ses investigations et apparaît devoir rester en liaison avec les directives des États-Unis. La Russie, officielle, n'est pas plus intéressée à donner des informations sur les résultats de ses études des cas étudiés dans son environnement, elle a aussi pratiqué le silence et le dénigrement. La France précise, elle aussi, que les ovnis ne semblent pas constituer une menace concernant la défense du territoire. Cependant, les instances officielles françaises considéreraient que des conséquences indirectes pourraient survenir concernant de sérieuses implications au niveau stratégique, scientifique, politique, religieux et sur les moyens d'information provoqués par la prise en considération des objets volants non identifiés, répertoriés dans son environnement. C'est par référence à ces convictions actuelles dans tous les domaines de l'organisation de la société humaine que des bouleversements seraient susceptibles de se produire. En effet, la prise en considération, à l'échelle planétaire de la visite impromptue de voyageurs extraterrestres impliquerait de connaître leurs intentions et des éventuels modes d'action à notre égard. Tout d'abord, qui sont-ils et que cherchent-ils? S'efforcent-ils d'établir des contacts? Ou l'auraient-ils déjà fait?
Leurs moyens de locomotion constatés nous désorientent. Ils ne correspondent pas à ce que nous comprenons des lois physiques que nous avons élaborées. Les objets volants avec lesquels ils se déplacent dans notre espace aérien sont assez extravagants et tout très différents quant à leur forme, leur volume, leur mode de déplacement et les effets consécutifs à leurs approches. À l'évidence, ces voyageurs apparaissent très avancés sur nous. Cela concerne les technologies qu'ils utiliseraient, mais aussi leurs niveaux intellectuels. Pourtant, leur morphologie, leur constitution physique, leur modèle de vie, leur forme de communication, leur sens des valeurs, leur notion du temps et leur motivation, pour ne parler que de cela, nous restent assez mystérieux. Leur extrême discrétion à nous observer, leur furtivité à s'esquiver dès qu'ils se considèrent démasqués, pourrait correspondre à un désir de nous adapter à l'idée de leur réalité. Quelle stratégie pourrions-nous alors mettre en œuvre à partir des conséquences de leur propre stratégie? Observent-ils la vie sur notre planète depuis qu'elle existe? De nombreuses références sont faites à ce qui pourrait s'apparenter à des observations d'OVNI, depuis l'existence de l'humanité jusqu'à nos jours. Auraient-ils le dessein de nous intégrer maintenant dans leur modèle d'évolution? Leur surveillance correspond-elle à nous empêcher d'aboutir à un défaut de fonctionnement stratégique pour notre avenir? Des manœuvres apparentes d'intimidation, à notre égard, auraient-elles pour objet de nous convaincre à plus de circonspection de notre part, à leur égard? La multiplicité évidente d'objets observés pourrait nous laisser augurer d'une action pacifique à notre égard. Leurs différentes phases d'observation et de démonstration de leur réalité peuvent nous le laisser supposer et présumer. Dans le cas contraire, il leur aurait été facile de nous envahir massivement et durablement, sans doute depuis longtemps déjà. Pourrait-il y avoir, pour certains d'entre eux, établi des contacts privilégiés avec certaines autorités terrestres, sur quelques continents? La contrainte au silence, établie par les États pourrait le laisser suggérer. Nous ne possédons pourtant aucun élément officiel venant corroborer une quelconque implication de leur part, dans notre organisation structurelle sociale, économique, philosophique ou religieuse. Les différents États des pays de notre planète ont réagi différemment à cette prolifération des témoignages d'OVNI. Beaucoup, parmi eux, ne se considèrent pas concernés par le sujet ou sont dépourvus de moyens efficaces d'investigation. Les États conscients des phénomènes d'OVNI, disposant des moyens d'investigation nécessaires pourraient être entrés en contact avec diverses civilisations extraterrestres et procéderaient à l'établissement d'une coopération scientifique et technique et peut-être également politique. Le silence embarrassé des grands États des continents de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie et leur politique systématique de désinformation continue à le laisser présager. Si nous spéculons sur les raisons de la venue des extraterrestres, nous ne pouvons le faire qu'à partir de notre point de vue actuel d'humain, au regard de notre niveau de connaissance. Or, les contextes mentaux et psychologiques sont tellement différents des nôtres, qu'il nous est complètement impossible de comprendre leurs motivations. Et ce, d'autant plus qu'ils sont multiples, dans leur aspect, dans leurs compétences, dans leurs connaissances, etc. Leurs mobiles nous sont complètement étrangers. Bien évidemment, il devient difficile aux différentes autorités politiques, philosophiques, économiques et religieuses de devoir expliquer à leurs concitoyens leurs évidents retards dans tous les domaines de l'organisation sociale humaine, par rapport à des entités venues d'autres contrées de l'univers. Il serait particulièrement déstabilisant de devoir admettre, de la part des élites, les répercussions psychologiques, culturelles et religieuses dans la reconnaissance de ces entités particulières, aux aspects extraordinairement divers. Il semblerait qu'une centaine d'entités très diversifiées auraient déjà été répertoriées, parmi celles susceptibles de pouvoir entrer en contact avec des représentants des hautes technicités scientifiques de certains États sur notre planète. Il apparaît, par ailleurs, qu'une énorme partie du contingent qui nous visite ne serait pas susceptible de nous contacter, en raison de leur propre morphologie, peut-être incompatible avec la nôtre. De nombreux objets volants ont été repérés entrant et sortant des océans. Or, il s'agit de la partie de la surface la plus importante et la moins contrôlable de notre planète. Il apparaît toutefois, particulièrement malsain,
pour les divers États de la Terre, que certains d'entre eux, déjà opulents, s'octroient l'accès à des technologies totalement supérieures, sans avoir à les partager avec les autres membres de l'espèce humaine. Il est envisageable de présager que des entités supérieures choisissent des zones de contact les plus favorables avec leur niveau technologique et philosophique. Les grands États ont plus la possibilité de mettre en œuvre des politiques de développement en analyse élaborées et pouvant devenir ainsi des interlocuteurs privilégiés. Cela risquerait de s'établir au détriment des autres peuples de la Terre. Il devient donc prépondérant que des accords internationaux soient entérinés afin que chaque État ait une possibilité d'accès aux informations structurelles, économiques et stratégiques concernant les résultats obtenus, par l'intermédiaire de telles coopérations avec ces éventuelles entités. Des survols permanents, par des ovnis et une non-réaction des États, auraient pour conséquence immédiate, un abandon total du contrôle de leur espace aérien officiel. Or tous les personnels civils et militaires impliqués dans l'exploitation des espaces aériens sont directement concernés par leur rencontre avec des ovnis et leurs conséquences éventuelles. De nombreux secteurs d'ingénierie en tout genre sont également impactés par les implications techniques et scientifiques de ces objets. Il est toutefois recommandé, dans un premier temps, aux divers acteurs mis en contact, de laisser les moyens d'information du grand public à l'écart des événements. Leur souci du sensationnel, démuni d'études sérieuses au préalable, n'est pas compatible avec les notions indispensables d'un référencement sérieux. Pourtant la crédibilité en les dirigeants des États, déjà énormément atteinte sur bien d'autres sujets, serait là aussi suspecte. Pour comprendre l'attitude réservée de nos visiteurs, il convient de nous installer, nous-mêmes, en visiteurs virtuels. Quelles seraient nos préoccupations vis-à-vis de ces contrées galactiques que nous aurions l'opportunité de découvrir? Les modèles sociaux des milieux rencontrés et les modèles de vie découverts nous dicteraient peut-être une attitude à adopter. Cette première reconnaissance nous permettrait de choisir les moyens d'investigation les mieux appropriés au milieu environnemental constaté. Au cas où nous aurions à rencontrer des civilisations d'humanoïdes, il nous conviendrait de déterminer une éventuelle possibilité d'approche et, le cas échéant, de rencontre et de contact. Une seconde phase consisterait à nous préoccuper du niveau moral, scientifique et de bien d'autres considérations des populations autochtones pouvant être contactées. Notre apparence serait aussi consécutive aux conditions de vie et de respiration sur d'autres planètes. Les impacts et les conséquences pourraient évidemment être très importants sur ces populations. Certaines références à des machines volantes, au cours des civilisations de l'Antiquité, sur notre planète et leurs conséquences sur l'évolution de ces populations, avec une reprise en main des religieux de ces époques semblent permettre de le confirmer. Toutefois, un nivellement des croyances engendrées aurait suffi à étouffer les impacts de ces visiteurs. Il convient d'admettre que nos populations seraient particulièrement impactées par une révélation irréfutable de visiteurs extraterrestres. Dans le grand public, le doute demeure et c'est peut-être aussi bien ainsi, en permettant d'éviter d'éventuels troubles sociétaux. Il ne nous apparaît pas non plus particulièrement judicieux que nous allions promouvoir notre civilisation dans d'autres contrées de notre galaxie. Les références au passé sont là pour nous rappeler que les croisades n'ont pas été des exemples de réussite. Et plus près de nous, les colonisations européennes se sont avérées particulièrement désastreuses pour les civilisations autochtones des autres continents. Par ailleurs, compte tenu des dégâts que nous avons déjà occasionnés à notre planète, il n'est pas du tout prépondérant que nous allions faire la même chose ailleurs. Notre sens moral n'est pas à exporter. Des énigmes de notre propre histoire sur les grandes civilisations passées sont autant de corollaires. Il devient alors plus facile de comprendre la discrétion actuelle de nos visiteurs, car ils en connaissent ou en supposent les risques et les conséquences. Toutefois, si leurs intrusions devaient se confirmer, il nous est plus facile de comprendre que le public en soit laissé à l'écart. Les contacts sont, de toute évidence, entrepris auprès des personnes les plus compétentes et qui sont en mesure de faire progresser nos techniques et aussi nos mentalités. Un E.T. capturé vivant, bien qu'ayant d'abord refusé de collaborer, aurait fini par présenter le dispositif qui le maintenait en relation avec ses coreligionnaires. Il s'agissait d'un petit boîtier, comme un petit téléviseur,
qui lui permettait de dialoguer par télépathie. Il pouvait aussi visionner le passé et un certain nombre d'autres particularités. Il prétendait être en parfaite harmonie avec l'univers. Il aurait aussi précisé que les êtres vivants sur sa planète atteignaient 800 de nos années terrestres. Il montre aussi qu'à l'aide de son téléviseur, il peut communiquer avec d'immenses vaisseaux spatiaux orbitant à de très grandes distances. Leurs appareils peuvent atteindre toutes les régions du cosmos. Il aurait pu montrer l'énorme différence de niveau d'évolution entre cette espèce humanoïde et nous. Il y aurait, sur sa planète, une totale égalité entre les membres, où tout serait automatisé. À sa demande, une entrevue aurait été organisée avec le président américain de l'époque, Dwight D. Eisenhower. Des accords auraient alors été conclus pour une coopération. Toutefois, le président ne put répondre aux injonctions formulées par cette délégation d'Haïti, en raison du fait que l'humanité n'était pas apte à comprendre de telles exigences. Toutefois, il semblerait qu'un marché ait été conclu avec eux pour des transferts de technologies en échange de libre allées-venues. Des technologies. Rien ne serait plus dévastateur, pour nos États et notre société humaine, que de considérer les entités extraterrestres comme des sauveurs nous apportant leurs technologies et leurs organisations. Il nous suffirait alors de les laisser diriger nos affaires à notre place. Plus grave encore, serait notre attitude de les considérer comme des envahisseurs dont les intentions nous apparaîtraient d'autant plus suspectes qu'elles seraient ou ne seraient pas pacifiques à notre mode de compréhension. En réalité, les mobiles pouvant être analysés par leur venue ne nous sont pas compréhensibles. Il se pourrait qu'ils n'éprouvent aucune compassion à notre égard, par rapport à notre niveau culturel. Il convient en effet d'aborder les cas d'enlèvement massif de personnes sur tous les continents. Il aurait été évalué qu'au moins 180 millions d'êtres humains auraient été subtilisés par des entités venues d'ailleurs. Certaines d'entre elles, laissées sur Terre, auraient été implantées d'objets suspects, peut-être pour un meilleur contrôle de certaines populations ainsi incrémentées. Le Council of Foreign Relations, traduit par le Nouvel Ordre Mondial, plus connu sous la dénomination de Groupe Bilderberg, serait chargé de gouverner l'espèce humaine de la planète Terre en étroite corrélation avec un Extraterrestrial Biological Entities, pour des transferts de technologie. Des révélations de certains de ces visiteurs suggéreraient qu'il aurait la capacité d'évaluer les modèles de développement de la vie intelligente sur les planètes, sur plusieurs de nos siècles, à l'avance. Il connaîtrait donc nos modèles de développement. Toutefois, il ne nous faut pas oublier que les E.T. sont tous différents. Ils seraient là en grand nombre et étudieraient nos agissements. Ils seraient informés que nous nous entretuons en permanence. Ils auraient défini que nous risquons l'extinction totale soit à cause des armes soit à cause de la surpopulation. Ils aimeraient que comme eux, nous utilisions l'énergie gratuite utilisée à partir du cosmos. Il est évidemment difficilement concevable que les grands groupes économiques, qui actuellement dirigent l'humanité, soient capables d'accepter cette situation. Pourtant des chercheurs savent qu'une source d'énergie gratuite nous est accessible. Des expérimentations auraient permis de le démontrer. Des systèmes seraient déjà en fonctionnement. Cette énergie ne représenterait aucun élément secondaire polluant. Elle aurait, entre autres choses, la particularité de passer d'énergie positive à énergie négative et inversement. Il se serait avéré, au cours de ces recherches d'énergie particulière que nos modes d'utilisation des énergies polluantes, que toutes les pollutions que nous engendrons sur notre Terre se répercuteraient dans l'espace de notre système planétaire. Les empoisonnements que nous créons se retourneront invariablement contre nous, comme par un effet de boomerang. Les innovations techniques dont les responsables sont si fiers ne pourraient représenter un progrès que s'ils étaient au service de l'humanité et cela n'est pas le cas. La production électrique à partir de l'atome ne peut être considérée comme un progrès. Les risques encourus dans son exploitation, mais surtout de son futur démantèlement sont beaucoup trop invalidants pour les populations riveraines. Les explosions de la centrale de Fukushima en sont une triste illustration. Cette société humaine est beaucoup trop chaotique. Elle donne toutes les apparences d'un futur suicide collectif. La science,
pour qu'elle soit efficiente, doit rester en harmonie avec la nature et ne pas se mettre au service des groupes oligarchiques économiques, comme c'est le cas depuis plusieurs décennies. L'attitude irresponsable des chercheurs est une entrave à toutes les formes de progrès, dès lors que ce progrès est dirigé à l'encontre de la nature. Notre conscience collective a la nécessité de prendre en considération sa vraie place au sein du cosmos et ne plus se considérer comme une unique création des dieux. La vérité est ce qu'elle est, et continuer à la cacher ou à nier son existence ne fait que retarder la reconnaissance d'une évidence implacable. La position, délicate, dans laquelle se trouve l'humanité ne pourra être modifiée que lorsque la reconnaissance de la place de l'humanité en face des visiteurs du cosmos sera clairement définie. La survie des humains risque d'être sujette à ce principe de reconnaissance. L'avenir des humains, par les risques écologiques ou d'explosion démographique, apparaît particulièrement incertain. Le système de fonctionnement actuel de notre espèce humaine ne pourra pas continuer encore longtemps dans son schéma organisationnel. L'avenir est tracé, soit notre société humaine disparaît, soit elle se reconditionne selon des critères nouveaux dans son organisation. Le modèle d'harmonie avec notre planète et avec les civilisations cosmiques est le nouvel enjeu des humains. Une très grande crise s'annonce avant que cette condition soit établie. De nouveaux modèles de pensée et d'organisation de la conscience restent les seules solutions du devenir humain. Une conscience collective qui supprimerait la tendance belliqueuse de notre espèce est certainement la solution. Il sera néanmoins bien difficile d'y parvenir. Les récentes découvertes de la physique permettent d'appréhender de nouvelles possibilités d'organisation de la pensée. L'énergie située dans le cosmos est à notre portée. Il nous suffirait d'une réorganisation de la pensée collective pour aboutir à une autre conception de l'humain. La science devra s'harmoniser avec la connaissance du tout en tout. La difficulté ne provient que de la peur des changements. La conception d'un cosmos vivant est assez déroutante pour qui veut l'étudier dans cette nouvelle acception. Nous avons beaucoup à apprendre des structures du cosmos à partir de sa synthétisation du quantique. La structuration du vide est une notion récente. Des avancées, à partir de cette conception, apparaissent particulièrement prometteuses dans de nombreux domaines de la recherche appliquée. Les connaissances progressent rapidement dans de nombreuses disciplines de la recherche. Toutefois, leur réticence à pouvoir prendre en considération la pluralité de civilisations cosmiques représente un lourd handicap dans leur conception du futur de l'humain. L'informatique, la cybernétique, la biogénétique, l'ingénierie, la physique nucléaire, etc. sont les nouveaux concepts scientifiques. Des grands modèles unifiés, des forces naturelles, font leur apparition dans leur langage. Les peuples ne sont pas informés de tous ces travaux. Seuls les initiés ont accès à ces nouveaux concepts de la science dite moderne. Les modèles actuels de la recherche n'étaient pas envisageables il y a 50 ans. Les promesses de la recherche physique sont malheureusement entre les mains des militaires et complètement occultées auprès des populations. Or, c'est bien connu, le seul objectif d'un militaire c'est de pouvoir tuer un maximum de personnes afin d'asseoir sa suprématie. Une réorganisation de la société humaine passera nécessairement par l'éviction de cette catégorie néfaste de robots humains. La vision en l'avenir humain passe par la copie des disciplines organisationnelles des entités qui nous surveillent. Nous devons nécessairement nous poser la question de connaître quelles sont les raisons de ces visites sur notre planète et sans doute sur bien d'autres planètes. Ont-ils été contraints de quitter leur environnement ? Font-ils tout simplement du tourisme interplanétaire ? Auraient-ils reçu pour mission de nous faire accéder à un niveau d'organisation mieux structuré ? Notre évolution désordonnée représenterait-elle un danger quelconque pour une organisation peut-être plus harmonieuse des espèces existant dans l'univers ? Les études concernant l'univers quantique semblent vouloir nous faire connaître les implications du tout en tout et où tout influence tout. Le nouvel ordre mondial, apparemment en cours de structuration, serait-il une conséquence des interventions extérieures à nos gouvernants politiques, économiques, religieuses et philosophiques ou de telles directives leur auraient été imposées ?
Notre ignorance des raisons poussant aux restructurations actuelles de la société humaine est déconcertante parce qu'elles apparaissent aller à l'encontre des populations pour les seuls profits individualistes des castes dirigeantes. Il est maintenant acquis, pour les hauts responsables de notre société humaine terrestre et tout particulièrement dans une partie de la communauté scientifique, que des civilisations venues des espaces intersidéraux sont entrées en contact avec certains de nos États leur ayant apparu les plus avancés technologiquement. Pour le grand public, habitué à voir les témoins d'ovnis ridiculisés, cette idée apparaît totalement extravagante et inaudible. Les adeptes de l'asservissement global se servent pourtant de cette incrédulité pour mieux pouvoir établir leur domination. Il leur aurait suffi d'organiser un contrôle systémique sur les principaux axes d'intervention pour que tout se trouve ensuite sous leur contrôle. Leur projet définitif est d'établir un pouvoir ultime et absolu, à partir d'un gouvernement mondial unique. Le centre du pouvoir ainsi établi est alors très réduit. Composé des 150 personnes les plus influentes de la planète, le groupe Bilderberg aurait déjà instauré le nouvel ordre mondial. Le Conseil transatlantique Europe-Amérique du Nord serait fonctionnel. Face à ce danger, la Russie se serait rapprochée de la Chine. Les moyens d'information utilisés par les États sont en grande partie responsables de cette dénégation systématique de la vérité. Le réflexe des autorités compétentes est de laisser les masses de population à l'écart de toute investigation sur le sujet, dans tous les pays. Les autorités scientifiques sont aussi responsables de ce silence et de la désinformation systématiquement organisée. À l'évidence, l'avenir de l'humain se trouve dans l'espace. Il convient donc de préparer nos États à cette perspective irréversible. Il se pose donc le problème des moyens de locomotion à travers l'espace et le temps, évaluables pour parcourir les distances astronomiques de l'univers intersidéral. Les techniques de magnéto-hydrodynamique auraient retenu l'attention concernant des modèles de déplacement. Des hypothèses sont aussi formulées sur la façon de parcourir l'espace. Tout cela n'est pas encore très convaincant. Et pourtant, les autorités compétentes dans le domaine des ovnis continuent à mentir et à désinformer sur ces réalités physiques toujours camouflées. Cette attitude s'appelle un humanisme anthropocentrique. Il apparaît extrêmement difficile à l'humain de devoir admettre que, non seulement, il n'est pas le seul élu intelligent dans l'univers, mais que, contrairement à ses prétentions, il ne serait pas du tout maître de son destin. Des entités, bien plus intelligentes que lui, parcourent l'univers et sembleraient vouloir imposer une discipline moraliste à notre genre humain. Certains aspects de certaines de ces créatures s'apparenteraient plus à celles que nous considérons comme des animaux, qu'à celles d'humanoïdes. Il nous est alors particulièrement désagréable de prendre en considération que nous aurions des comptes à rendre à des experts, aussi surprenants, venus d'ailleurs. Les reptiliens, mais il n'y aurait pas que, en serait un exemple. Pour une société humaine qui se considérait, il y a encore bien peu de temps, être positionnée au centre de l'univers, une telle déconvenue est plutôt déconcertante. Les disciplines élitistes, de nos autorités intellectuelles, comme dans le domaine de la physique, pour n'en citer qu'une, résultat de notre orgueil, pourraient apparaître comme particulièrement infantiles face aux technologies de nos visiteurs. Le positionnement de nos élites scientifiques devra faire face à une totale remise en cause de leurs compétences. Il apparaît évident que la prise en considération de ce que nous appelons communément le phénomène ovni ne peut pas représenter une perspective exaltante pour tous les hauts responsables, ainsi déchus de leur piédestal. Il en va de même pour la plupart des représentants politiques qui préfèrent ignorer le sujet ou rester ironiques à son égard. Quant aux responsabilités des religieux, notre société humaine devrait donc désormais faire face à l'existence d'entités diverses venues de différents endroits de l'univers. Leur puissance, leur niveau d'intelligence et de connaissance pourraient nous ramener au rang des fourmis. Les prétentions de nos castes dirigeantes, en particulier, pourraient en être directement affectées. Après la lecture du rapport Cometa, devient-il particulièrement évident et d'une extrême nécessité absolue de cacher la vérité aux populations.
En réalité, certains États auraient choisi la coopération technologique avec des extraterrestres. Le camouflage et la désinformation restent les seules alternatives à l'impossibilité de divulgation des recherches ainsi entreprises dans de tels programmes de coopération. Toute notre compréhension du phénomène OVNI repose sur des témoignages, pour ce qui en est de la compréhension possible du grand public. En ce qui concerne les témoignages, quel que puisse être leur degré de sécurité, ils ne peuvent pas constituer une source de preuve pour les non-initiés. Chacun peut se rendre compte de l'inconstance dans la valeur d'un témoignage. Or, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est à partir de ces témoignages aléatoires qu'a pu être démontrée la réalité du phénomène des objets volants non identifiés et de surcroît la réalité de la multiplicité des vies dans l'univers. Cependant, ce phénomène représente une notion à ne pas perdre de vue, aucune menace caractérisée n'a été perçue à ce jour. Pourtant l'obstination et la fermeté affichée par les États-Unis de ne rien divulguer à l'égard des autres États ne peut qu'apparaître suspecte. Ils affichent ainsi clairement la volonté de s'assurer une suprématie des bénéfices scientifiques et technologiques que leur apporterait leur coopération avec diverses entités extraterrestres. On ne peut qu'espérer que d'autres États puissent également bénéficier de telles avancées technologiques présumées. La source d'énergie utilisée par les appareils récupérés, provenant d'autres zones de l'univers, serait de l'antimatière. Les extraterrestres qui fabriqueraient ces ovnis auraient également trouvé le moyen de synthétiser l'antimatière et de la stocker. L'antimatière serait ainsi stockée dans une enveloppe de cristaux. Un armement d'antimatière, par exemple, d'un volume d'une balle de tennis, serait un moyen de destruction massive sans correspondance avec le nucléaire. La propulsion, à partir de l'antimatière, permettrait d'atteindre des vitesses extravagantes. Une synthèse extrêmement massive de l'antimatière, qui serait réalisée à partir de la fusion thermonucléaire, pourrait être actuellement élaborée, dans certains secteurs de la recherche, dans certains pays. Or, un seul kilogramme d'antimatière suffirait à détruire toute forme de vie, à la surface de notre planète. L'expérimentation indispensable de cette antimatière aurait été réalisée à la surface d'une planète de notre système solaire, et selon toute vraisemblance à la surface de Jupiter. Notre planète, mais sans doute beaucoup d'autres, serait visitée par des habitants venus d'autres planètes de notre galaxie ou de plus loin. Certaines de ces entités préciseraient avoir visité notre Terre depuis bien longtemps. Avec cette approche, il y a un énorme décalage entre les thèses officielles énoncées pour couvrir les événements ufologiques et l'exposé suivant. Avant d'aborder une approche pratique des phénomènes OVNI, il convient de prendre en considération les attitudes officielles. Elles consistent, soit à nier catégoriquement, soit à donner des explications naturelles, soit à considérer qu'il s'agit de nouveaux matériels militaires ultra-secrets. Y aurait-il des complots de rétro-ingénierie avec des militaires en contact avec des entités? Certaines de ces entités se seraient établies dans des bases souterraines réalisées dans plusieurs endroits de notre planète. Quelquefois avec la connivence des États concernés. Plusieurs entités, près d'une dizaine, auraient été répertoriées en coopération. Les gris, appelés ainsi à cause de leur apparence physique. Comme les terriens, ils seraient de diverses tailles et de divers aspects. Toutefois, leur similitude s'arrêterait là. Leur anatomie, leur métabolisme et leur physiologie seraient très différents des nôtres. Des autopsies auraient été pratiquées sur plusieurs dizaines de corps sans vie, retrouvés dans des appareils d'origines extraterrestres différentes et qui se seraient abîmés sur notre planète, pour diverses raisons. Des analyses de leurs organes auraient également pu être pratiquées. Indépendamment de ces accidents, de plusieurs vaisseaux spatiaux, plusieurs variétés de gris auraient pu être observées et étudiées. D'une taille inférieure à 1 mètre, ils peuvent aussi atteindre les 2 mètres. Leur corps serait frêle, d'une couleur gris verdâtre, de texture rugueuse et dépourvu de poils, aux membres longs et minces. Leurs mains ne seraient dotées que de 4 doigts palmés, d'autres en posséderaient 6. Leur visage serait triangulaire avec une boîte crânienne d'un tiers supérieure à la nôtre. Leur bouche à peine dessinée serait close. Leur nez serait sans utilité puisqu'ils ne respireraient pas.
Ils seraient aussi dépourvus d'oreilles. Certains d'entre eux seraient complètement asexués et ne pourraient se reproduire qu'en laboratoire. Leur réseau vasculaire complexe à notre compréhension transporterait un liquide vert à base de chlorophylle. Leur peau aurait la faculté de capter la lumière et assurerait une photosynthèse des glucides à partir du gaz carbonique en assurant ainsi l'énergie dont ils auraient besoin. Leur système biologique n'aurait rien de comparable avec le nôtre et leur squelette serait cartilagineux, d'une couleur vert bleuté lumineuse. Ils auraient la particularité de posséder 2 cœurs irriguant leurs 2 poumons et leur organisme. Ils seraient dépourvus d'organes digestifs, sans foie ni pancréas, sans intestin ni orifice anal. Le fonctionnement de leurs propres organes serait inconnu. Ils posséderaient un cerveau divisé en 2 lobes, un antérieur et un postérieur, séparés par une membrane cartilagineuse. Chacun d'eux étant constitué de plusieurs lobes cérébraux. Ils ne peuvent parler et n'émettent aucun son. Ils ne pourraient communiquer que par télépathie. Des ufologues américains les auraient classés dans une catégorie de « lisies ». Leur corps, à la peau grise écailleuse et à la morphologie si particulière pourrait résulter d'une dégénérescence, par suite de mutations. Chercheraient-ils, en venant sur notre planète à obtenir des variétés évolutives hybrides? Ils auraient quitté leur planète d'origine à cause de changements climatiques irréversibles. Ils auraient investi plusieurs planètes dans le but de chercher à évoluer de différentes façons. 3 principales catégories de « gris » auraient été répertoriées. La première catégorie, les « petits gris », d'une taille moyenne de 1,20 m, vivraient nus. Les autorités américaines les auraient soupçonnés de pratiquer de très grandes quantités d'enlèvement de terriens en une 60aine d'années. Toutefois, d'autres groupes d'extraterrestres seraient également soupçonnés d'enlèvement. Des entités se serviraient de certains terriens, abductés. Certaines de ces entités seraient extrêmement disciplinées et totalement dénuées d'émotions. Les victimes terriennes de leurs actions se seraient retrouvées totalement dépourvues d'une quelconque aide de la part de quelconques autorités qui préfèrent nier l'existence des extraterrestres. La seconde catégorie, les petits gris clonés, seraient toujours vêtus d'uniformes collants. Elles seraient issues de clonage et de manipulation génétique. Leurs aspects sont divers. Certains d'entre eux auraient des apparences insectivormes ou insectoïdes. Ils auraient des tâches bien précises à assurer, selon une hiérarchie établie. Des gris orangés n'apparaîtraient pas hostiles aux humains. Cependant, les orangés seraient de constitution morphologique et métabolique très différente des précédents. Ils pourraient s'apparenter à des alliés des gris. Une autre variété de gris velus aurait également été identifiée. Enfin, la troisième variété bien plus grande, moins rencontrée, serait dotée d'une très grande intelligence. Les gris blancs apparaîtraient très doux et d'une grande apparence bienveillante à l'égard des humains. À ne pas confondre avec les grands blancs, lesquels seraient une variété d'extraterrestres totalement différente. Eux aussi sembleraient coopérer pour des points particuliers de rétro-ingénierie. Ils percevraient les humains comme des créatures primitives, désordonnées et rudes. Ils ne chercheraient pas à interférer dans les systèmes d'organisation sociétaux des humains. Ils utiliseraient des dispositifs technologiques pour communiquer, par télépathie, en lisant dans la pensée des humains. Ils sembleraient ne pas apprécier particulièrement notre planète. Ils y viendraient plutôt en voyage d'études et de relais et pour pouvoir y assurer la maintenance de leur vaisseau. Leur longévité serait 10 fois supérieure à la nôtre. Leur contribution technologique apparaîtrait très limitée. Ils auraient refusé de renseigner des responsables humains sur les moyens de propulsion qu'ils utiliseraient dans l'espace, se contentant de donner quelques avancées technologiques en adéquation avec la vie des terriens. Ils sembleraient avoir une certaine méfiance générale à l'égard des humains. Nos comportements leur seraient complètement incompréhensibles et ils considéreraient les terriens qui les côtoient, qui seraient en fait des militaires, comme des robots froids et dénués de sensibilité. Voyant certains terriens utiliser de petits tubes, placés de temps à autre dans leur bouche et soufflant ensuite de la fumée, les aurait permis de considérer qu'il s'agissait d'une autre variété de terrestres contraints de respirer de cette façon.
Ils emmèneraient avec eux des humains, choisis sans le consentement des expatriés, ni par eux-mêmes. Ils seraient fournis par des responsables humains coopérants, ils seraient ensuite transférés sur les différentes planètes où ils ont l'habitude de se rendre, pour les y implanter dans des sortes de réserves, avec l'accord des autorités compétentes de nos États. Bien que sans espoir de retour sur Terre, ces terriens expatriés vivraient en toute quiétude sur ces autres planètes, selon ce qu'en diraient les grands blancs. Ces accords réciproques seraient-ils constitutifs à la nécessité prochaine de devoir quitter la Terre? Nos responsables seraient-ils ainsi à la recherche d'autres endroits de vie pour une petite partie de l'humanité terrestre? Eux aussi, les grands blancs, confirmeraient être établis sur notre Terre depuis très longtemps. Certaines parmi ces créatures vivraient donc ainsi, en coopération technique avec des États, dans des zones réservées et interdites d'accès. Cette apparente coopération semblerait plus être un résultat, pour un meilleur contrôle de l'impact de ces extraterrestres sur les populations terriennes, plutôt qu'un véritable apport technologique de contrepartie. Pourtant, nos découvertes sur la supraconductivité et l'antigravitation seraient elles des résultats de ces échanges. Les États-Unis se seraient décidés, au plus haut sommet du pays, à entrer en contact avec ces extraterrestres, en raison de la dangerosité, rapportée par les témoignages, que certaines espèces représentaient pour la population américaine. Ils auraient ainsi espéré pouvoir contrôler leurs agissements. Des stations souterraines renfermeraient jusqu'à 20 000 de ces créatures qui continueraient leurs recherches sur la création de personnages hybrides, mais aussi sur d'autres niveaux de recherche. Toutefois, les petits gris s'apparenteraient plus à des manipulateurs généticiens chargés d'expériences et d'expérimentations sur des êtres humains dont les résultats seraient très suspectés. Ils pourraient s'identifier à des êtres automates chargés de réaliser des programmes d'investigation commandités par une origine extérieure à notre planète. Ces communautés humanoïdes des gris, d'apparence biologique dégénérée, agiraient en robots irresponsables. Ils utiliseraient les abductés comme cobayes humains pour réinventer de nouvelles races d'hybrides à partir des humains. Les implants, situés dans différentes parties du corps, seraient de 1 à 4 mm et de diverses formes. Leur coque serait composée de kératine, qui est une protéine fibreuse issue de la famille des scléroprotéines et aurait la faculté de s'agglutiner. Leur composition chimique, établie en couches multiples, serait à base de divers alliages ferreux, de bore et de silicone. L'implant est entouré de cellules nerveuses anormales qui communiqueraient avec l'implant. Chaque type d'implant aurait une fonction spécifique et agirait en transpondeur. La France, elle aussi, disposerait de 2 bases souterraines, en relation avec les gris, et situées en Haute-Provence, au grand désarroi des États-Unis. D'autres pays européens seraient sans doute aussi en relation avec cette espèce particulière d'extraterrestres. La création du MJ-12 en Amérique aurait été chargée, à la fois de placer sous un contrôle draconien les petits gris, et d'assurer aussi une désinformation systématique sur les phénomènes UFO. Le contrôle et la désinformation à l'égard des populations ont très bien fonctionné. En revanche, le contrôle sur les gris serait particulièrement désastreux. L'avancée technologique de ces créatures serait bien trop importante et elles n'ont que faire des accords de principe passés avec les autorités concernées. Les créatures mutantes testées par les gris vont bien au-delà de la science-fiction. Toute la collection. Les populations esclaves est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livres brochés. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence audiophonique sur YouTube. La collection